Des perles s'éparpillent sur le sol de la chapelle. Une prière interrompue. Et un secret que personne n'a avoué. Bienvenue sur Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. Dites-moi dans les commentaires, d'où écoutez-vous ce soir? Vos voix donnent plus de sens à chaque mystère. Commençons. C'était un magnifique samedi de fin juin lorsque les troubles ont éclaté, même si personne au village de Little Denain n'aurait pu le croire en admirant les banderoles accrochées sur le terrain de cricket ou en dégustant la tarte aux groseilles primées de Madame Kaltork sous le chapiteau flottant. La fête estivale du jardin de Sainte-Mildred était le clou de l'année, un joyeux mélange de stands de tombola, de génoises et de fanfares mal accordées. Étaient présents les habituels piliers du village, le colonel Prescott, récemment retraité de l'armée de Sa Majesté et parlant encore comme s'il s'adressait aux troupes, Madame Fenimore, l'épouse du vicaire et infatigable organisatrice de tout ce qui touche à la morale, et la jeune Lucy Braddock, les yeux brillants et de retour de l'école de secrétariat de Londres, qui avait persuadé le comité d'inclure un stand de voyance. Pour le plaisir, bien sûr, avait-elle dit avec un clin d'œil. À une table, près de la tente à thé, était assise une dame âgée, les cheveux blancs soigneusement coiffés sous un chapeau de paille. Ses aiguilles à tricoter frémissaient doucement tandis qu'elle tricotait un rang de laine bleu pâle. Miss Jane Marple n'était pas, à tous égards, une fêtarde enthousiaste, mais elle avait un penchant particulier pour l'observation des gens dans leur habitat naturel. Et nulle part, disait-elle souvent, on entrevoit la nature humaine aussi clairement que lors d'une fête de village anglaise. Elle venait d'observer le pasteur écraser accidentellement une assiette en carton sous son talon, tout en feignant le contraire, lorsque l'agitation éclata près de la table de jugement des roses. Il y eut un cri aigu, suivi d'un cliquetis métallique et d'un halètement audible. Les gens se retournèrent. Quelqu'un appela le docteur Humbleton. Miss Marple se leva lentement de sa chaise et suivit la petite foule rassemblée près de la haie. Là, à l'ombre d'un auvent rayé rouge et blanc, gisait le corps de M. Lionel Protro, affalé de façon inélégante sur les dahlias précieux, un sécateur à côté de lui et une tache cramoisie s'étalant lentement sur sa veste en lin crème. Sa femme, Cécilie, se tenait figée à quelques mètres de lui, les mains gantées pressées contre sa bouche. « Lionel » murmura-t-elle, bien qu'elle connaisse sûrement la réponse. Ses lunettes gisaient de travers dans l'herbe, un verre fêlé. À quelques mètres de sa main tendue brillait un petit chapelet brisé en argent, dont le crucifix s'était brisé en deux. C'est le colonel Prescott qui exprima ce qu'ils pensaient tous. « Eh bien, murmura-t-il d'un ton sombre, observant la scène, je crois plutôt qu'il s'agit d'un meurtre. » Un silence retombe. Quelqu'un s'évanouit. Madame Fenimore se mit à prier à haute voix. La fête n'était pas officiellement annulée, mais personne ne retourna à la tombola. La fanfare ran Hea SES Affairs in silence. Miss Marple resta immobile, son tricot glissé dans son sac à main, le regard balayant silencieusement les lieux. Elle remarqua les pétales épars sur le pantalon de M. Protro, le frottement sec du talon dans le massif de fleurs, et l'expression de soulagement, l'espace d'un instant, dans le regard d'une femme avant que le choc ne la rattrape. Le corps, le chapelet, les ciseaux trop propres. Il était trop tôt pour dire ce qui s'était passé, bien sûr. Mais même à son âge, Miss Marple savait que la mort n'était pas un accident. Et cette mort, pensait-elle, ne l'était certainement pas. Le dimanche matin, la nouvelle s'était répandue à Little Denain comme un incendie de forêt dans un champ de foin. Un meurtre, paraît-il. À la fête foraine, en plus. Déclara Madame Tying, l'épicière, à un petit groupe de fidèles matinaux rassemblés devant Sainte-Mildred. Sa voix était juste assez forte pour attirer les regards des passants, y compris une Miss Perkins surprise qui faillit laisser tomber son recueil de cantiques. Lionel Prothero dead. Comme ça, poursuivit Madame Tying, le visage rouge de joie d'être le porte-parole du scandale. Un instant, il juge des roses, et l'instant d'après, il est poignardé en plein cœur. Et lors d'une cérémonie religieuse. C'est un sacrilège, voilà tout. Le vicaire,
Le révérend Fenimore choisit cet instant pour sortir du presbytère, le visage blême, mais serein. « Ne tirons pas de conclusions hâtives, ma chère Madame Tying, dit-il doucement. La police enquête, et nous devons nous fier à son jugement. » Mais Madame Tying renifla, sceptique. « À mon avis, dit-elle en particulier, ce doit être quelqu'un de l'extérieur. Cette diseuse de bonne aventure, peut-être. Ou cet homme affreux qui vend des antiquités à l'arrière de sa camionnette. Toujours à flairer la place du village. » Miss Marple, restée discrètement sur le banc du fond pendant l'office du matin, ne fit aucun commentaire en traversant la petite foule. Son pas était lent mais posé. Elle ne s'arrêta qu'une seule fois, pour saluer Cécilie Protro, la veuve fraîchement veuve qui se tenait près du portail de l'église, un mouchoir bordé de dentelle froissée dans la main. Cécilie portait une robe bleu marine qui semblait s'affaisser aux épaules, et ses yeux bleus, écarquillés et étrangement secs, étaient fixés quelque part au-delà de la flèche de l'église. « J'espère que vous vous en sortez, » dit doucement Miss Marple. Cécilie se tourna vers elle, comme si elle se réveillait d'un rêve. « Oui, merci. Tout cela est absurde, vraiment. Lionel avait-il le cœur fragile? Vous savez, c'était sûrement ça. L'excitation. La chaleur. Il faisait assez chaud hier. » Miss Marple hocha la tête avec une compréhension silencieuse. « Oui, très chaud, en effet. Mais elle n'a mentalement. » Cécilie Protro n'avait pas semblé choquée la veille affligée, certes, mais pas choquée. Il y avait une étrange retenue dans son attitude, comme si elle avait répété le rôle de l'épouse en deuil. Dans la rue principale, derrière les rideaux tirés et sous le murmure des théières, les villageois faisaient ce qu'ils pensaient être leur meilleur métier. Certains disaient que Lionel Protro avait des ennemis, un homme arrogant, fier et dominateur, surtout depuis son 3e mandat consécutif à la tête du conseil paroissial. D'autres prétendaient qu'il avait des secrets. « Un homme comme ça, » murmurait Madame Loftus à la poste, « ne se fait pas poignarder pour rien. » Même Lucy Braddock, la joyeuse diseuse de bonne aventure, avait été entendue dire qu'elle avait senti quelque chose de sombre dans l'air pendant ses lectures. Une sorte de lourdeur avait-elle confiée à Dottie Hemming, la fille de la laitière. J'avais dit au vieux M. Bloxham qu'il rencontrerait un grand inconnu brun, mais je crois que j'avais perçu quelque chose de complètement différent, quelque chose de méchant. L'inspecteur Bullet, convoqué du beau voisin de Rackenford, arriva juste après midi. Homme aux épaules larges, à la moustache épaisse et au goût prononcé pour les conclusions catégoriques, il ne tarda pas à se faire remarquer. Il réquisitionna la salle des fêtes pour en faire un centre d'enquête, posta 2 agents de police à l'entrée du terrain de la fête, désormais bouclé par une corde et une pancarte manuscrite, et convoqua les témoins un par un. « Nous traitons l'affaire comme suspecte », annonçait à la presse rassemblée, composée en grande partie de M. Sidney Grove, rédacteur en chef de la Denain Gazette, à la fois reporter et photographe. Coup de couteau à la poitrine, confirma Bullet. Probablement infligé par le sécateur retrouvé sur les lieux. Nous interrogeons actuellement les personnes qui se trouvaient le plus près de la tente aux roses au moment de l'incident. Miss Marple, assise sagement dans un coin de la salle des fêtes, ne dit rien. Elle n'était pas officiellement témoin, bien qu'elle ait été présente, bien sûr, mais personne n'eut l'idée de demander l'avis de la vieille fille au cardigan rose pâle, ce qui lui convenait parfaitement. Au lieu de cela, elle écouta. Elle écoutait les fanfaronnades du colonel Prescott sur la sauvagerie moderne et sur le fait qu'à son époque, les désaccords se réglaient par de fermes poignées de main et non par des coups de couteau. Elle vit Cécilie Protro s'essuyer le nez avec son mouchoir et insister sur le fait qu'elle venait de s'éloigner pour parler avec le vicaire du choix des cantiques lorsqu'elle entendit le vacarme. Elle remarqua aussi que M. Hugh Bellamy, le beau veuf du manoir, était étrangement évasif lorsqu'on l'interrogeait sur ses allées et venues. « J'étais dans la tente à thé, » dit-il en jetant un coup d'œil à l'inspecteur, puis à Cécilie. « Avec Madame Dunstable. Nous discutions des compositions florales. » Madame Dunstable, interrogée plus tard, parut perplexe. « Est-ce Hugh? Oh là là, je croyais qu'il avait dit qu'il était à la table de tombola. »
L'après-midi avançant, Miss Marple se retrouva assise à côté de la jeune Lucy Braddock, qui était retournée sur le terrain de la fête récupérer ses cartes de tarot. « Drôle de situation, tout ça, » murmura Lucy. « Tu crois vraiment que quelqu'un l'a fait exprès? Je veux dire, qui ferait ça dans un endroit pareil? » Miss Marple sourit doucement. « Oh, ma chère, les gens sont partout pareils, même dans les villages les plus charmants. » Lucy semblait sceptique. Toujours Lionel Protro. Un peu froid, mais pas le genre de personne qu'on prend pour une victime. Miss Marple y réfléchit. Souvent, les moins aimés sont les plus vulnérables. Il y a quelque chose dans le ressentiment qui mijote lentement, vous ne trouvez pas, comme une bouilloire qui n'attend que de siffler. Lucy rit nerveusement. On dirait que vous avez déjà vu ce genre de choses. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. La nature humaine, ma chère, c'est bien plus prévisible qu'on ne veut l'admettre. Alors que le crépuscule tombait sur Little Denain, le village se fit plus silencieux. Les banderoles flottèrent encore, étrangement festives, au-dessus des baraques aux volets clos. Quelques pétales de rose persistaient sur l'herbe où Protro était tombé. La fête, dans son innocence joyeuse, paraissait maintenant grotesque dans la lumière déclinante. Dans le salon de son cottage de Churchland, Miss Marple sirotait son thé du soir et posait son tricot sur ses genoux. Son chat, Snowdrop, ronronnait à ses pieds. Elle attrapa le petit carnet qu'elle gardait caché derrière la boîte à thé, où elle notait ses pensées, ses noms, des bribes de conversation. Elle écrivit un mot rosaire, un chapelet brisé, par terre, près du corps. Il n'avait pas appartenu à Lionel Protro, dont elle était certaine. Ce n'était pas un homme de foi. Elle se souvenait de l'avoir entendu un jour qualifier la religion de béquille utile aux faibles. Alors, à qui appartenait-il? Elle tourna la page et ajouta une ligne sous la première. Quelqu'un l'avait laissé tomber ou l'avait posé. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à sa famille. Sa plume s'arrêta. Pourquoi laisserait-on un chapelet brisé? À moins qu'elle ne termine la phrase. Au lieu de cela, elle referma le carnet, posa son stylo et reprit son tricot. Dehors, les cloches de Sainte-Mildred se mirent à sonner doucement pour la prière du soir. Et dans l'ombre de Little Denain, les secrets s'agitaient. Lundi matin, une pluie fine tombait sur Little Denain, adoucissant l'excitation du week-end et plongeant le village dans un silence presque lugubre. Le terrain de la fête avait été déblayé, laissant derrière lui quelques assiettes en carton abandonnées et l'odeur de l'herbe piétinée. Le chapiteau avait disparu, les banderoles retirées. Seul subsistait le cordon de police jaune, flottant mollement au vent près des massifs de roses où Lionel Protro avait trouvé la mort. L'inspecteur Bullet, qui avait passé la nuit à la modeste auberge du village, était de retour à la salle des fêtes de bonne heure, armé de nouvelles déclarations, d'une longue liste d'interviews et d'une détermination farouche à conclure avant la fin de la semaine. Nous avons réduit l'heure du décès à 3h10 ou 3h25, annonçait lors de son briefing matinal avec l'agent Thorne, un jeune homme bien intentionné mais perpétuellement anxieux qui faisait de son mieux pour suivre le rythme. Nous avons 3 témoins qui situent Protro à la tente des Roses à 15h10. À 15h25, le médecin examinait le corps. Cela nous donne 15 minutes. Thorne gratta Sunblock Notes. Et les cisailles, monsieur? Les mêmes que celles de la cabane du jardinier? Oui. Les empreintes digitales effacées, bien sûr. Mais ce sont les mêmes que celles utilisées pour tailler les près du cimetière. N'importe qui aurait pu les prendre. La cabane est toujours verrouillée, m'a-t-on dit. Et le chapelet? L'inspecteur Bullet fronça les sourcils. Toujours une énigme. Le père Macaulay, de Brackenford, a dit qu'il était de fabrication italienne. Un savoir-faire inhabituel. Il semblait penser qu'il s'agissait d'une femme. Pas de coin. Certainement pas quelque chose que Protro aurait porté. Serait-ce un cadeau? Proposa Thorne, avec un certain espoir. Possible. Ou un avertissement. Bullet grogna en tapotant son stylo contre le bureau. Un message laissé à quelqu'un. Ou par quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas seulement d'une dispute spontanée dans une roseraie.
Pendant ce temps, de l'autre côté de la verdure d'Ivy Cottage, Miss Marple préparait son petit déjeuner avec la précision habituelle. Elle fait cuire son œuf pendant exactement 3 minutes et quart, beurra ses tartines à petits coups réguliers et se sert une fine tasse de Darjeeling avant de s'asseoir près de la fenêtre avec le journal du matin. La Denain Gazette avait fait de son mieux pour paraître autoritaire, mais il y avait peu de nouvelles à signaler. Le titre disait « Une fête de village tourne au drame, l'inspecteur promet une justice rapide », et en dessous, une photo floue de la tante aux roses, prise peu après le crime. Miss Marple tourna la page avec précaution, puis posa le journal. Ses pensées étaient déjà ailleurs. Il y avait beaucoup de questions. Pas seulement sur le chapelet brisé, mais sur la nature même du rassemblement. Qui avait des raisons de vouloir la mort de Lionel Protro? C'était la question la plus simple et aussi la plus compliquée. À première vue, Lionel était un homme respectable, président du conseil paroissial, rossieriste amateur et contributeur régulier au fonds pour le toit de l'église. Mais Miss Marple savait que la respectabilité dissimulait souvent toute autre chose. Elle avait un jour observé que plus un homme souriait lors d'une réunion de comité, plus il risquait de comploter pour la ruine professionnelle de quelqu'un. Et Lionel Protro avait beaucoup souri. Après le petit déjeuner, Mademoiselle Marple s'aventura sous la pluie avec un parapluie pratique et une fine écharpe autour du cou. Elle se dirigea vers le cimetière, où elle trouva le révérend Fenimore, vêtu d'un épais manteau, inspectant une fuite dans le toit de la sacristie avec l'air résigné d'un homme constamment en conflit avec le temps et l'architecture. « Miss Marple, la salua est avec un sourire hélas. J'espère que vous n'êtes pas ici pour m'offrir une intuition divine. Je crois que j'en ai assez des drames de la saison. Je voulais simplement vous rendre ceci, dit-elle en tendant un plat à gratin oublié du souper paroissial. Mais puisque je suis là, je me demande si je pourrais vous poser quelques questions. Bien sûr, mais je ne peux pas vous promettre d'y répondre. Elle sourit. Que savez-vous de la vie privée de Lionel Protro, révérend, pas de ses fonctions publiques, mais de sa vie privée? Fenimore hésite. Difficile à dire. Il gardait ses affaires bien à l'écart de l'Église. Poli, ponctuel, mais distant. Je ne l'ai jamais entendu parler durement à qui que ce soit, mais je ne peux pas dire qu'il inspirait de l'affection. Et sa femme? Cécilie est une femme aimable, dit rapidement le vicaire. Discrète, pieuse à sa manière. Mais je suppose qu'elle est plutôt éclipsée. Elle prenait rarement la parole lors des réunions du comité, même lorsque Lionel l'Y invitait. J'avais l'impression qu'elle était souvent corrigée. Mademoiselle Marple hocha la tête d'un air pensif. État-j'aime. Bellamy? Hugh Bellamy, du Menor? Fenimore parut légèrement surpris. Ils se connaissaient. Hugh avait contribué à la fête, proposé son jardinier, je crois. Je n'y ai pas prêté attention. Pourquoi posez-vous cette question? Oh, par pure curiosité, dit-elle aimablement. Vous savez comment c'est. Des schémas? Révèle. Je cherche toujours des schémas. Elle le laissa sur son toit et descendit le chemin, s'arrêtant brièvement pour examiner la haie près de la tente à rosiers. Le sécateur y avait été retrouvé, bien sûr. Mais qu'y avait-il d'autre à proximité? À quelques mètres du parterre de fleurs piétinées, un étroit portail menait au jardin latéral de l'église, un espace calme et ombragé avec des bancs et de vieilles pierres tombales. Cela aurait constitué une excellente échappatoire, pensa Miss Marple, pour quelqu'un souhaitant partir sans se faire remarquer. Plus tard dans l'après-midi, à la salle des fêtes, l'inspecteur Bullet convoqua plusieurs villageois pour des interrogatoires complémentaires. Cette fois, la question était plus précise. « Madame Protro, commença-t-il? Vous nous avez dit avoir quitté votre mari pour parler au vicaire vers 15h10. Mais le révérend Fenimore dit qu'il ne vous a parlé que vers 15h30. Pouvez-vous expliquer cette différence? » Les yeux de Cécilie s'écarquillèrent légèrement. « Je me suis peut-être trompé d'heure. Vous n'étiez pas près de la tente aux roses pendant cet entracte? Non. Je me suis dirigé vers la tente à thé, puis vers la table de tombola. Je crois y avoir vu Madame Fenimore. » Interrogée, Madame Fenimore ne se souvenait absolument pas d'avoir vu Cécilie Protro. « Et Monsieur Bellamy,
dit Bullet en détournant le regard, vous prétendez avoir été avec Madame d'Instable au moment du meurtre. Mais sa déclaration suggère le contraire. Bellamy croisa las bras, son beau visage si crispant. Si elle est confuse, ce n'est pas ma faute. J'étais là. Peut-être était-elle distraite. Peut-être, dit l'inspecteur d'un ton froid. Ou peut-être n'étiez-vous pas là où vous disiez être. La machoide de Bellamy se contracta. Mademoiselle Marple, assise au fond, écoutait comme toujours, tricotant à la main, le cliquetis des aiguilles ponctuant chaque mensonge, chaque hésitation. Elle ne parlait pas, mais observait. Elle observa le tremblement des doigts de Cécilie Protro à la mention du chapelet. Elle remarqua le regard soudain échangé entre M. Bellamy et Cécilie, fugace, mais chargé d'un non-dit. Elle remarqua que Lucie Braddock, dans la salle d'attente, était devenue inhabituellement silencieuse depuis le début de l'interrogatoire. Son éclat habituel s'était estompé, et il y avait quelque chose dans son regard vers l'inspecteur Bullet du malaise, peut-être, ou de la peur. Tout commençait à prendre forme, non pas comme un tableau complet pour l'instant, mais comme une structure. Une structure cachée sous les façades polies et les chapeaux à fleurs de la vie villageoise. Le tueur, pensa Miss Marple, n'avait pas agi sur un coup de tête. C'était une décision, délibérée, prévue. Et maintenant, alors que la pluie diminuait et que le soleil couchant osait percer les nuages, le jeu était bel et bien lancé. Elle attendrait, comme toujours, observerait, écouterait, et le moment venu, elle poserait la seule question que personne d'autre n'aurait pensé à poser. Pas encore. Mais bientôt. Mardi, le village de Little Denain avait pris un rythme étrange. La vie continuait, mais prudemment, comme si le meurtre avait introduit un froid inhabituel dans la douce routine du quotidien. Les enfants ne se poursuivaient plus avec autant d'abandon dans le parc. Les commerçants baissent la voix pour saluer les clients. Et derrière chaque sourire poli et chaque hochement de tête, une question tacite se posait: qui parmi nous est capable de meurtre? À l'intérieur de la boucherie, la file d'attente habituelle s'était réduite. Madame d'Instable, grande et florissante, se penchait par-dessus le comptoir et murmurait quelque chose au jeune Harold, l'apprenti, qui semblait à la fois intrigué et alarmé. « Je vous le dis, j'ai vu Cécilie avec quelque chose à la main. Elle l'a laissé tomber. Ça aurait pu être des gants, mais la façon dont elle s'est penchée si vite était suspecte, à mon avis. » 2 portes plus loin, chez le marchand de légumes, le colonel Prescott racontait à haute voix la dernière réunion du comité de Protro. Il refusait de soutenir la restauration du monument aux morts. Il disait que c'était un gaspillage sentimental des fonds publics. Cet homme était dénué de sentiments. Si quelqu'un avait des raisons de le détester, j'oserais dire que c'était la moitié du village. Malgré le tourbillon de théories, l'inspecteur Bullet avait les yeux rivés sur une seule personne. Cécilie Protro, déclara-t-il en tapotant du doigt sa déclaration dactylographiée. Incohérente, évasive, nerveuse sous l'interrogatoire. Et n'oublions pas qu'elle était mariée à cet homme. Si quelqu'un connaissait ses habitudes, ses vulnérabilités, c'était bien elle. Mais le mobile, monsieur? Demanda l'agent Thorne avec hésitation. L'argent, Thorne. Toujours le pari le plus sûr. Nous n'avons pas encore vu le testament, mais j'ai parlé à son notaire à Brackenford. Madame Protro est l'unique bénéficiaire. La maison, les économies, le club de jardinage se partagent tout. Et si leur mariage était tendu, elle avait les moyens et l'opportunité. Thorne semblait toujours dubitative. Je ne sais pas, monsieur. Elle a l'air si douce. Exactement, marmonna Buller. Les douces vous surprennent toujours. Miss Marple, quant à elle, observait la scène avec sa douceur. Ce matin-là, elle prit le thé avec Madame Fenimore, qui, malgré sa posture droite et sa voix ferme, avait un don pour les ragots qu'elle reconnaissait rarement. Je ne peux pas dire que j'ai jamais approuvé la façon dont Lionel traitait Cécilie, confia Madame Fenimore en versant le lait. Il avait ce ton, vous savez, celui de certains hommes qui trouvent leur femme un peu bête. Il la corrigeait toujours en réunion, même en public.
Elle soulevait un poing et il la coupait. C'était désagréable. Miss Marple se redescenda. Vous attelez-vous déjà confier quelque chose? Madame Fenimore secoua la tête. Oh non, Cécilie n'est pas de ce genre. Elle était réservée. Mais je me souviens d'une chose qu'elle m'a dite un jour, à la réception de Noël de l'année dernière. Je lui avais demandé s'il partait à l'étranger cet été-là, et elle m'a répondu que je ne pensais pas que je supporterais une semaine de plus à l'hôtel avec Lionel. Puis elle a ri. Mais ce n'était pas une blague, pas vraiment. Étage un bel ami? Demanda Miss Marple en observant la réaction de son hôtesse. Madame Fenimore pinça les lèvres. Lui et Cécilie étaient amicaux. Oui. Trop amicaux, diraient certains. C'est un homme charmant, sans aucun doute. Et Cécilie s'illuminait toujours un peu lorsqu'il entrait dans une pièce. Mais qui peut dire ce qui se passe vraiment entre les gens? Miss Marple hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Comme toujours, elle laissait les autres parler. Cet après-midi-là, elle passe devant la résidence Protro, une maison en briques claires en retrait derrière des taillés et un portail en fer. Les stores étaient tirés. Un ruban noir pendait au heurtoir. Une maison silencieuse et en deuil, mais pas entièrement vide. Miss Marple sonna. Au bout d'un moment, la femme de chambre, Molly, répondit, les yeux rougis et un léger air soupçonneux. « Oh, Miss Marple, je n'attendais pas de visite. Je suis juste venu rendre un livre que votre maîtresse m'a prêté le mois dernier, dit gentiment Miss Marple. Je n'oserais pas m'immiscer, ma chère. Mais si Madame Protro s'en sent capable... » Molly hésita, puis recula. Elle est au salon. Je vais demander. Quelques minutes plus tard, Miss Marple était assise en face de Cécilie, pâle mais posée dans un doux cardigan gris, les mains jointes sur les genoux. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est si certain que je l'ai tué, dit Cécilie après un silence. Je suppose que c'est pratique. C'est toujours le conjoint, n'est-ce pas? Miss Marple inclina la tête. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est une réponse facile, et les gens aiment les réponses faciles. Je n'aimais pas Lionel. Je ne prétends pas l'avoir aimé, mais je n'ai jamais souhaité sa mort. Non, dit Miss Marple doucement. Mais parfois, les gens en arrivent à un point où ils croient qu'il n'est plus possible de s'enfuir. Cécilie la regarda fixement. Tu crois que je l'ai tué? Je crois que Miss Marple répondit, avec une douce honnêteté, que tu as très peur. Mais peut-être pas de ce que les gens supposent. Il y eut un long silence. Puis Cécilie dit « Vous n'êtes pas comme les autres. La police, les voisins. Vous observez, mais vous ne jugez pas. J'ai vécu dans un village toute ma vie, ma chère. J'ai appris que la vérité est rarement simple, et les gens ne sont presque jamais ce qu'ils paraissent. » Ce soir-là, l'inspecteur Bullet convoqua une réunion à la salle des fêtes. Seuls quelques invités furent invités, ceux jugés essentiels à l'enquête. Miss Marple, bien sûr, resta assise au fond, silencieuse. « Nous avons entamé la procédure officielle, » annonça Bullet. Au vu des preuves actuelles, Madame Cécilie Protro reste notre principale cible. Nous attendons les résultats de l'expertise médico-légale de Rackenford, mais j'ai également demandé un examen complet de ses dossiers financiers et de sa correspondance. Un léger murmure suivit. Hugh Bellamy se leva d'un coin de la pièce, la voix aigre. « C'est absurde. Cécilie ne ferait pas de mal à une mouche. Elle avait le mobile, » répondit Bullet, imperturbable. « Et le temps. » Les yeux de Bellamy lancèrent des éclairs. « Si vous cherchez quelqu'un qui a du temps, regardez-moi. Je me promenais librement dans cette fête. Personne n'a pu confirmer où j'étais pendant ces 15 minutes précises. Bowler House à Unsourcel. Un aveu, Monsieur Bellamy? Je dis, grogna Bellamy, que votre raisonnement est erroné. Nombreux sont ceux qui en ont eu l'occasion. Et quant au mobile, Protro avait des dizaines d'ennemis. C'était cruel. Vindicatif. Vous vous en prenez à Cécilie parce que c'est plus facile que de creuser plus profondément. Miss Marple observa l'échange avec un vif intérêt. La mâchoire de l'inspectrice était serrée, mais elle y vit une autre lueur de doute. L'affaire contre Cécilie était solide. Peut-être trop solide. Plus tard,
Rentrant chez elle sous les étoiles, Miss Marple repensa aux révélations de la journée. Elle ne croyait pas que Cécilie ait poignardé son mari, ni dans un accès de passion, ni pour de l'argent. La peur dans les yeux de Cécilie n'était pas celle d'une femme coupable. C'était la peur d'être entraînée dans quelque chose de plus grand, de plus compliqué. Et puis il y avait l'affaire du chapelet. Personne ne l'avait réclamé. Personne ne l'avait mentionné. Il était apparu à côté du corps comme un message murmuré. Mais de qui? Et pourquoi? Miss Marple resta un instant devant le portail de son jardin, écoutant le vent dans les haies. Quelque part dans l'obscurité, un hibou ulule doucement. Le village avait choisi son premier suspect. Mais la vérité, soupçonnait-elle, commençait à peine à poindre. Le mercredi suivant le meurtre s'était levé clair et lumineux, comme si le ciel avait oublié le malaise qui étreignait encore Little Dana. Les nuages s'étaient dissipés, mais la suspicion s'accrochait au village comme une brume matinale. À chaque porte d'entrée, sur chaque banc, les conversations s'éteignaient dès que quelqu'un passait. Ce n'était plus seulement une question de curiosité, c'était de la peur. À l'épicerie du coin, les rayons étaient bien garnis, mais les clients ne s'attardaient plus. Même le tintement familier de la sonnette au-dessus de la porte sonnait différemment, plus aigu, plus alerte. Les gens regardaient par-dessus leur épaule. C'était une chose de lire un article sur un meurtre dans le journal. C'en était une autre de fouler les trottoirs de son auteur. À Ivy Cottage, Miss Marple était assise à sa place habituelle près de la fenêtre du salon, une broderie sur les genoux, mais l'esprit ailleurs. Ce matin-là, elle avait reçu la visite de Lucy Braddock, la diseuse de bonne aventure, qui lui avait apporté quelque chose de bien plus intrigant que des ragots. « C'est vraiment ridicule. En fait, » avait dit Lucy en fouillant dans son sac à main d'une main nerveuse. « Mais je ne savais pas si c'était important. Je veux dire, je l'ai trouvé derrière la tente des roses dimanche, après tout ce qui s'était passé. J'étais trop effrayé pour dire quoi que ce soit au début. » Elle avait sorti un petit objet enveloppé dans du papier de soie. Miss Marple, avec beaucoup de précaution, le déplia. C'était une broche. Pas tapac sans grave l'œil, mais finement réalisée, une représentation en argent et émail d'un chérubin tenant un lys. Une de ses ailes manquait, cassée net. Miss Marple la retourne dans sa paume. « Vous l'avez trouvée où, exactement? » « Près des parterres de fleurs, » dit Lucy, presque cachée sous un banc. « Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que je me souvienne de l'avoir déjà vue. »« Sur qui? » Madame Dunstable, murmura Lucy. Elle l'a portée à la dernière réunion du club de jardinage. Elle s'assoit toujours tout devant, à côté de l'urne à thé. Je m'en souviens parce qu'elle racontait que les chérubins étaient des symboles de récompense divine, quoi que cela veuille dire. Miss Marple avait souri poliment et glissé la broche dans une petite boîte sur le rebord de la fenêtre. Elle savait qu'il valait mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. Une broche perdue n'était pas, en soi, l'arme du crime. Mais c'était quelque chose. Et dans un cas comme celui-ci, c'étaient souvent les petits détails oubliés qui faisaient craquer la coquille. Maintenant, en remuant sa deuxième tasse de thé, elle se repasse les événements de la fête. Elle avait pris l'habitude, depuis des années, d'observer sans en avoir l'air. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait besoin d'essayer, c'était simplement naturel pour une vieille fille longtemps sous-estimée. Elle se souvint que Madame Dunstable s'était effectivement trouvée près de la tente des roses cet après-midi-là, mais pas pendant la période du meurtre. Où l'avait-elle été? La femme avait prétendu aider à la préparation des feuilles de jugement, mais sa chronologie était restée vague. Et voilà que sa broche, abîmée, peut-être déchirée à la hâte, retrouvée derrière la tente même où Protro était morte. C'était un fil conducteur, et Miss Marple avait bien l'intention de le suivre. Cet après-midi-là, elle rend une visite impromptue à Madame Dunstable, qui habitait une maison élégante mais un peu surdessinée le long de Hornsby-Lane. Elle était dans le jardin, taillant ses hortensias avec un peu trop de vigueur pour des fleurs si délicates. « Miss Marple » dit-elle avec un enthousiasme un peu excessif. « Quelle surprise! J'espère ne pas être indiscrète, » dit Miss Marple d'une voix douce.
Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous échapper. Elle fouilla dans son réticule et lui tendit la broche enveloppée de papier de soie. Madame Dunstable la prit à deux mains en clignant des yeux. « Oh là là, je dois être si négligente. » Elle a dû tomber pendant l'agitation. « Vous étiez près de la tente aux roses, n'est-ce pas ?» Brièvement, dit Madame Dunstable trop vite. J'aidais Cecily Well, je lui proposais mon aide, devrais-je dire. Elle semblait assez distraite. La pauvre. Miss Marple pencha la tête. « Alors vous l'avez vue après la découverte de Lionel ?»« Non, pas juste avant, se corrige Madame Dunstable. Elle était devenue plutôt pâle. J'ai supposé que la chaleur l'avait atteinte. Puis j'ai entendu le vacarme. Miss Marple sourit. Étrange, n'est-ce pas, comme les objets se retrouvent toujours là où ils ne devraient pas. Cette broche, par exemple, trouvée assez loin de la tente à thé. La main de Madame Dunstable tremblait légèrement. Eh bien, ces choses-là arrivent. C'est vrai, acquiesça Miss Marple, mais sa voix était douce, comme si elle parlait du temps. Une fois, on en a retrouvé une dans un plat à bagatelle lors d'un souper de village. Ça a fait beaucoup de bruit. Il s'est avéré qu'elle appartenait à la receveuse de poste, qui avait une liaison avec le neveu du vicaire. Madame Dunstable eut un petit rire gêné. « On entend des choses extraordinaires, Miss Marple. »« Oh, je ne les entends pas, » répondit-elle avec un sourire. « Elles se déroulent simplement devant moi. » Elle partit peu après, traversant le village d'un pas lent et posé. Sur son chemin, elle croisa la jeune Molly, la servante des Protro, portant un panier de provisions. Molly s'arrêta en la voyant. « Miss Marple, dit-elle en baissant la voix, je ne sais pas si c'est important, mais il s'est passé quelque chose d'étrange il y a quelques jours. Avant la fête. Allez, ma chère. Eh bien, Madame Protro a reçu une lettre. Une lettre personnelle. Je n'ai vu que l'enveloppe avec des timbres étrangers. L'Italie, je crois. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Et l'a-t-elle mentionné? Non, mais elle avait l'air bouleversée. Elle l'a lu dans le salon, puis se tut. Plus tard, je la vis la déchirer et la brûler dans la cheminée. C'est intéressant, murmura Miss Marple. Molly hésita. Vous ne pensez pas qu'elle, je veux dire, ne ferait de mal à personne? Non, dit doucement Miss Marple. Je ne pense pas qu'elle le ferait. Mais peut-être que quelqu'un d'autre voulait que nous pensions le contraire. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait bas et que les ombres s'allongeaient, Miss Marple était une fois de plus assise avec son cahier. Elle a noté 3 noms. Cecily Prothero, Hugh Bellamy, Madame Dunstable. Chacun d'eux avait quelque chose à cacher. Mais les secrets sont venus sous de nombreuses formes, certains nés de la culpabilité, certains nés de la peur, et certains de désespoir. Et puis elle a écrit un 4e nom. Soigneusement, pensivement, Lucy Braddock. Pas en tant que suspect, mais en tant que témoin. Une fille qui avait remarqué des choses que les autres ont ignorées. Qui avait remis un indice sans connaître sa pleine valeur. Miss Marple a tapoté le cahier à la légère avec son stylo. Il y avait encore le chapelet à considérer. Toujours pas de propriétaire, aucune explication. Mais maintenant, il était assis à côté d'une broche cassée dans une boîte sous son rebord de fenêtre. Silencieux, patient, en attendant son tour dans l'histoire. Elle a fermé le cahier avec soin et a regardé les toits du village. Quelque part sous ses carreaux et cheminées, un tueur s'est déplacé tranquillement, peut-être en regardant, se demandant peut-être à quel point elle était vraiment proche. Et elle était proche, plus proche qu'il ne l'imagine. Jeudi, le rythme de Little Dana avait changé à nouveau plus varié qu'auparavant, mais pas silencieux. Un silence s'était installé dans les rues, comme le calme avant une tempête d'été. Tout le monde s'est déplacé avec une civilité prudente, mais sous chaque échange au comptoir du boulanger ou à la tête le long du sentier, quelque chose de tendu s'attardait. Le village avait commencé à se tourner vers l'intérieur. Et les chuchotements avaient changé le ton. Ce n'étaient plus des spéculations inactives jetées sur des tasses à thé. Il s'était durci dans des certifications dans certains quartiers. Le suspect, les gens ont convenu dans des tons étouffés, était évident. Cecily Prothero. Qui d'autre pourrait y être?
C'est le colonel Prescott qui l'a exprimé en premier et sans excuse tout en tenant le tribunal devant le bureau de poste. A toujours dit qu'elle était trop silencieuse, aboya, serrant une copie de la Gazette de Dena. Type dangereux, celui-là. Comme un chat qui attend de bondir. Marquez mes mots, elle se pendra pour cela avant que les feuilles ne changent. Madame Loftus, la maîtresse, a murmuré quelque chose de vague en réponse, ne voulant pas le contredire mais clairement mal à l'aise. Elle connaissait Cécilie depuis des années, avait échangé des recettes avec elle, regardait même ses chaussettes en tricot contre un fonds de secours des réfugiés. L'idée qu'elle poignarde son mari dans le sang-froid n'était pas bien assise, mais la logique ne régnait plus dans Little Dena. La peur l'avait remplacée. Sur Church Lane, cependant, la logique et quelque chose de plus net étaient très vivants dans l'esprit de mademoiselle Jane Marple. Elle avait passé la matinée à écrire une lettre à son neveu Raymond à Londres, pleine d'observations inactives sur la météo et les géraniums, suivie d'une ligne inoffensive curieuse ici. Mon cher a l'impression que tout le monde joue un rôle dans le drame de quelqu'un d'autre. Elle plia soigneusement la lettre, la glissa dans une enveloppe bleu pâle et la plaça par la porte d'entrée. Puis, prenant son parapluie et son sac à main maintenant plus lourd avec 2 objets enveloppés de tissu, elle est entrée dans le village. Son premier arrêt a été le manoir. La maison de Hugh Bellamy se tenait avec une élégance tranquille au bord de Little Dena, enveloppée de lierre et ombragée par de vieux chênes. Les fenêtres regardaient le village comme des yeux vigilants. Lorsque mademoiselle Marple a sonné la cloche, c'est Bellamy lui-même qui a ouvert la porte. Il avait l'air surpris, mais pas mécontent. « Miss Marple, dit-il en douceur, à quoi dois-je ce plaisir? Juste un appel social, a-t-elle répondu. Je pensais que vous pourriez avoir quelques minutes. Il hésita, puis s'étira. Bien sûr. Entrée. Elle a été conduite dans un salon frais et haut de gamme, l'air légèrement parfumé de cigares et de vernis à citron. Il fit un geste vers un fauteuil en cuir, et elle s'est assise, plaçant son sac à main sur ses genoux. Je voulais offrir mes condoléances, a-t-il dit, versant un chéri sans demander. L'ensemble des affaires a été horrible. Et je suppose que vous avez entendu que le village avait déjà choisi son méchant. Mademoiselle Marple a accepté le verre mais n'a pas bu. Oui, il semble que tout le monde est décidé. Il était assis en face d'elle, une cheville reposant avec désinvolture sur son genou. Pas toi, je soupçonne. Vous ne me frappez pas aussi facilement. Vous me flattez, monsieur Bellamy, dit-elle légèrement. Mais oui, je trouve que la conviction devrait être basée sur la vérité. Et la vérité, je trouve, est souvent beaucoup plus silencieuse que le soupçon. Il sourit faiblement. Commentaire philosophique. Bien que j'imagine que vous n'êtes pas venu uniquement pour le chat inactif. Non, dit-elle doucement. Je suis venu vous poser des questions sur Cécilie Protro. Ses yeux scintillent, une seule fois. Et elle? Vous semblez l'aimer. C'est une femme charmante. Y avait-il autre chose que de l'amitié entre vous? Il s'arrêta, puis haussa les épaules. S'il y avait eu, ce ne serait guère pertinent maintenant, n'est-ce pas? Parfois, mademoiselle Marple a déclaré que les émotions sont tout à fait pertinentes pour le meurtre. Le sourire de Bellamy s'estompa. Je vois. Eh bien, alors. Yesserai France. Lionel Protro a traité Cécilie épouvantable. Je l'ai vu. Tout le monde l'a fait. Je ne nie pas que je m'occupe d'elle. Mais je n'ai pas tué Lionel, si c'est ce que vous péchez. Miss Marple a donné un petit sourire grand-mère. Je ne pêche pas. Juste observer. Vous voyez, les gens confondent parfois la compassion et la culpabilité. Et j'ai appris au fil des ans que la protection excessive se cache souvent plus que l'affection. Les yeux de Bellamy se plissèrent. Est-ce une menace, Miss Marple? Pas du tout, cher garçon, dit-elle, se levant avec un peu de gémissement. Juste une réflexion. Elle le laissa là-dessus et se dirigea vers l'église paroissiale. Elle trouva le révérend Fenimore dans la sacristie, en train de trier des recueils de cantiques d'un air distrait. Mademoiselle Marple, dit-il en levant les yeux. J'avoue, je pensais justement à vous. Le chapelet l'inspecteur Bullet a mentionné que vous vous y intéressiez.
Je trouve les objets cassés intrigants, répondit-elle. Surtout quand ils apparaissent là, où ils ne devraient pas. Le vicaire hésita. Je voulais vous dire que Madame Protro est venue me voir hier après la prière du matin. Elle a dit ne pas reconnaître le chapelet. Mais elle m'a demandé si je ne l'avais pas laissé tomber. Et vous? Il parut surpris. Non, je n'en ai jamais possédé. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête. Et personne d'autre de la paroisse ne s'est présenté pour le réclamer? Personne. Elle le remercia et poursuivit sa route, sa dernière visite de l'après-midi étant celle qu'elle ruminait depuis Madame d'Instable ce matin. Encore une fois. Cette fois, Mademoiselle Marple n'apporta pas la broche. Elle apporta d'autres questions. Elle trouva Madame d'Instable dans sa véranda, polissant de l'argenterie avec plus d'agressivité que de finesse. « Vous venez encore m'accuser » demanda la femme sèchement en désignant Miss Marple d'un geste. « Pas du tout, » dit Miss Marple. « Cependant, je me suis interrogé sur une chose que vous avez dite l'autre jour, à propos de la pâleur de Cécilie. C'était avant la découverte du corps de Lionel, n'est-ce pas? » Madame d'Instable leva brusquement les yeux. « Oui. Pourquoi? » dit Miss Marple. « Ça m'a semblé étrange. Qu'elle soit pâle avant même de savoir ce qui s'était passé. À moins, bien sûr, que quelque chose d'autre ne l'ait bouleversée. Elle était probablement simplement bouleversée. La fête, la chaleur. Ou peut-être quelque chose qu'elle avait vu. » La main de Madame d'Instable s'immobilisa. « Que voulez-vous dire? » Miss Marple, elle observa attentivement. « Vous avez dit qu'elle était distraite. Pale. Vous étiez près de la tente aux roses, n'est-ce pas? J'ai déjà dit à la police que j'étais à proximité, mais pas pendant ce temps-là. »« Oui, vous le leur avez dit, » interrompit Miss Marple, toujours doucement. « Mais votre broche raconte une autre histoire. » Le regard de Madame d'Instable devint froid. « Cette broche ne prouve rien. Elle prouve que vous étiez plus près que vous ne le prétendez, » dit Mademoiselle Marple. « Ce qui m'amène à vous demander ce que vous avez vu. » Un silence s'installa entre elles. Puis, doucement, dit Madame d'Instable, « J'ai vu Cécilie tenir quelque chose. Pas les ciseaux. Quelque chose de petit. Des métals. Ça aurait pu être un canif. Je n'en étais pas sûr. Vous a-t-elle elle? Je ne sais pas, dit-elle. Peut-être. Alors pourquoi n'avez-vous rien dit à l'inspecteur? Madame d'Instable détourna le regard. Parce que je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu. Et parce que si elle l'avait fait, je ne voulais pas être celle qui scellera son destin. L'expression de Miss Marple était indéchiffrable. Ou peut-être avez-vous vu autre chose. Quelque chose qui vous a effrayé. Quelque chose que vous ne dites toujours pas. Madame d'Instable ne dit rien. En rentrant chez elle au crépuscule, Mademoiselle Marple repensa au chapelet brisé, à la lettre italienne brûlée dans la cheminée de Cécilie et au silence qui la poursuivait dans chaque pièce. Tous les mensonges ne se disaient pas avec des mots. Certains se disaient avec le silence. Et à Little Denain, le silence était devenu un langage à part entière. Bientôt, il serait temps de parler. Le vendredi matin, une lourdeur semblait peser sur Little Denain, ce genre de poids oppressant qui ne venait pas du ciel, mais de la conscience tranquille que quelque chose n'allait pas encore, n'était pas résolu, n'était pas dit. Les fleurs du cimetière pendaient dans l'air humide, et les ruelles du village étaient presque désertes, à l'exception d'une mère pimpante ou d'un facteur faisant sa tournée habituelle. Même les oiseaux semblaient apaisés, leurs chants étouffés par le silence qui s'était installé sur le village depuis le meurtre. Ce n'était pas seulement que quelqu'un avait édité, c'était que quelqu'un avait tué. Et cet individu, tout le monde le croyait désormais, était toujours parmi eux. Miss Marple, cependant, sentit quelque chose bouger. Non pas la fin du mystère, mais le début de son élucidation. Elle l'avait senti couvre toute la semaine conversation à huis clos, regards échangés aux moments les plus inopportuns, une sorte d'énergie nerveuse qui planait à la limite du décorum villageois poli. Et puis, le coup de théâtre. Peu après 22 heures, alors qu'elle revenait de la boulangerie avec un pain frais sous le bras, elle fut interpellée par le jeune agent Thorne, qui remonta la ruelle au petit trot, le visage rouge et essoufflé.
Miss Marple, appella-t-il. L'inspecteur Bullet aimerait vous voir immédiatement. Il s'est passé quelque chose. Miss Marple cligna des yeux. Quelque chose? T'en hésite, comme pour chercher le mot juste. Un autre mort. Elle hocha la tête, pas vraiment surprise. Je vais chercher mon chapeau. Le théâtre de la seconde tragédie fut la sacristie de l'église Sainte-Mildred. À l'intérieur, sur le vieux parquet, sous l'étroit vitrail, gisait le corps du révérend Fenimore. Il était affalé sur son bureau, un bras pendant vers le sol, l'autre replié contre sa poitrine. Une lettre à moitié écrite restait sous sa main, la plume penchée de côté, l'encre imprégnant le parchemin. Une tasse de thé à moitié vide était posée sur une petite soucoupe à proximité. Il a été retrouvé juste après la cloche du matin, raconta Bullet, le visage sombre à l'approche de Miss Marple. Madame Fenimore entra pour lui apporter une liste de lecture du dimanche. Il ne répondit pas. Le médecin estime qu'il est mort dans l'heure. Miss Marple s'avança, prenant soin de ne pas perturber la scène. Son regard parcourut le bureau, la fenêtre ouverte, puis la bibliothèque soigneusement rangée derrière lui. Rien ne semblait perturbé. Rien que l'homme lui-même. Était-ce une crise cardiaque? Demanda-t-elle doucement. C'est ce que le médecin pensa d'abord, dit Bullet. Mais il remarqua ensuite une odeur d'amande amère sur la tasse. Il pense maintenant à un empoisonnement. Peut-être du cyanure. Miss Marple fronça les sourcils. Un ecclésiastique. Empoisonné. Et en plein milieu de la rédaction d'une lettre. Elle s'approcha du bureau, scrutant le parchemin. L'écriture, toujours nette, s'éteint brusquement au milieu d'une phrase. J'ai longuement réfléchi au chapelet et je crois me souvenir à présent à qui il appartenait. C'est tout. La plume avait glissé. L'encre avait taché le dernier mot. Miss Marple s'y redressa lentement. Le révérend Fenimore avait donc des informations. Et quelqu'un s'était assuré qu'il ne les partageait pas. Buller hocha la tête. Ce qui me dit qu'il s'approchait trop. Ce qui me dit aussi que celui qui a tué Protro est désespéré. Miss Marple ne dit rien au début. Elle regarda par la fenêtre vers le jardin, où les abeilles tournoyaient paresseusement au-dessus des rosiers. Enfin, dit-elle, le désespoir fait des choses étranges. Mais il rend aussi les gens négligents. C'est là qu'il faut écouter plus attentivement que jamais. À midi, la nouvelle avait atteint tous les recoins du village. Un autre décès, un autre choc. Mais cette fois, pas de ragot, juste de la peur. Si même le vicaire n'était pas en sécurité, qu'il était. À l'auberge du Renard Rouge, les habitués étaient assis dans un silence gêné, leur pinte à peine effleurée. À la poste, Madame Loftus observait son comptoir avec une méfiance nouvelle, comme si chaque enveloppe pouvait contenir un secret. Mais dans le salon d'Ivy-Cottage, Mademoiselle Marple ne restait pas inactive. Elle était assise, son carnet ouvert, le chapelet brisé et la broche chérubine à terre à côté d'elle. Deux objets, deux messages. Aucun n'était pleinement expliqué. Elle griffonna une courte ligne. Le chapelet n'est pas qu'un indice. C'est un lien. Puis, en dessous, était-il destiné à Protro ou oublié par accident? Elle prit sa petite boîte de bulletins paroissiaux et commença à les feuilleter. C'était une habitude qu'elle avait de conserver ce genre de choses. Elle prétendait que cela l'aidait à se souvenir des dates et des noms, mais en réalité, cela l'aidait à retracer des schémas de comportement. Il y a 2 ans, elle trouva un don fait à la mémoire de Lucia Bellanti, un chapelet italien déposé dans la chapelle. Elle tapota le nom. Lucia. Ce n'était pas un nom anglais, ni familier, mais elle se souvenait de l'avoir entendu. Quelque part, murmuré au Garden Club. Une visiteuse étrangère. Une nièce? Non, pas une nièce. Une compagne. Ce soir-là, Miss Marple retourna au domaine Bellamy, arrivant juste au moment où le soleil commençait à décliner sous les arbres. Cette fois, elle trouva M. Bellamy dans le jardin, taillant des vignes en manches de chemise, le col ouvert, les cheveux légèrement ébouriffés. « Vous apparaissez souvent ces jours-ci, Mademoiselle Marple, dit-il avec une légèreté forcée. Vous devez travailler sur vos mémoires. Juste pour clarifier quelques points,
dit-elle. Vous souvenez-vous d'une certaine Lucia Bellanti? Il se figea, les ciseaux s'arrêtant en plein milieu de la coupe. Lucia? Repetitif. C'était il y a des années. Elle était la compagne de ma défunte épouse. Elle a passé un été chez nous. Pourquoi? J'ai trouvé son nom dans un vieux bulletin paroissial, répondit Miss Marple en l'observant attentivement. Elle a dit qu'elle avait fait don d'un chapelet. Bellamy hocha lentement la tête. Oui, elle était catholique, très pieuse. Ce chapelet lui était précieux. L'a-t-elle emporté en partant? Il déglottit. Non, elle est morte. D'une maladie soudaine. Une pneumonie. Elle a été enterrée ici, dans le cimetière. Sa famille n'a pas pu venir d'Italie à temps. Et le chapelet? Il a été déposé dans la chapelle. Miss Marple hocha la tête. Alors comment a-t-il fini près du corps de Lionel Protro? Les yeux de Bellamy s'assombrirent. Je ne sais pas, mais sa voix trahit quelque chose. Un tremblement de terre. Miss Marple ne le pressa pas. Au lieu de cela, elle sourit et se tourna vers le portail. Merci, monsieur Bellamy. Vous avez été d'une grande aide. Ce soir-là, elle rentre chez elle, les pensées tourbillonnant comme des feuilles d'automne dans une tempête. Le chapelet, autrefois considéré comme une curiosité mineure, est devenu quelque chose de plus. Un symbole de deuil. Un souvenir perdu. Le souvenir d'une mort bien antérieure à la fête, mais peut-être pas aussi lointaine qu'il n'y paraît. Deux morts. Deux méthodes différentes. Mais un fil les reliait tous deux. Un souvenir, enfoui sous des couches de conversation polie. Et bientôt, pensa-t-elle, ce souvenir éclatera au grand jour. Car un meurtre ne reste jamais caché longtemps, pas quand le passé commence à parler. Le samedi matin, le poids de deux morts pesait lourdement sur le village. Les cloches de l'église qui avaient autrefois appelé Little Denain en mariage, baptême et fêtes champêtres sonnaient maintenant lentement et lourdement pour les commémorations, 2 en une semaine. Mais sous le silence, la tension s'était intensifiée. Les théories et les accusations ne dansaient plus avec légèreté dans les salons et les files d'attente des magasins. Elles se faufilent dans l'ombre et les yeux plissés. L'inspecteur Bullet n'avait pas procédé à une deuxième arrestation, mais la pression montait. Tout le monde savait que quelque chose allait arriver. Miss Marple le savait aussi. Elle passa une grande partie de la matinée à écrire tranquillement des lettres et à préparer des scènes des tâches apparemment banales, mais sous sa surface calme, ses pensées avançaient avec une précision rapide. Elle avait atteint un point dans le mystère, sentait-elle, où la déduction seule ne suffirait plus. Ce n'était pas une énigme à résoudre confortablement installée dans un fauteuil. Il fallait un test final, subtil et psychologique. Un test qui révélerait non seulement les faits, mais la vérité qui se cache derrière. Alors, avec toute la grâce et la gentillesse d'une vieille fille de village à la retraite, pressée par une promenade l'après-midi, elle mit son plan à exécution. Sa première étape fut d'aller rendre visite à Cécilie Protro. Elle la trouva dans la véranda de la maison des Protro, assise sous une fougère suspendue et poussiéreuse, le regard perdu dans le jardin. Cécilie paraissait plus maigre qu'une semaine auparavant, et plus pâle aussi. Le chagrin, l'épuisement et le poids invisible du soupçon l'avaient visiblement vieilli. « Je n'attendais pas de visite, dit-elle avec un sourire narquois. J'ai pensé que vous apprécierez un peu de compagnie, répondit Miss Marple. Et peut-être une distraction. Elle s'assit à côté d'elle. Après un silence, dit doucement, je sais que vous n'avez pas tué votre mari. Cécilie se tourna vers elle, surprise. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu as encore peur? Répondit doucement Miss Marple. Non pas de culpabilité, mais de ce que tu sais. Il y eut un silence. Puis Cécilie parla, d'une voix basse et tendue. J'ai vu quelqu'un près de la tente aux roses cet après-midi-là, juste avant qu'on ne retrouve Lionel. Miss Marple attendait. J'ai cru que c'était Madame d'Instable. Mais maintenant, je me pose des questions. Il y avait quelque chose dans leur façon de se déplacer. Prudente, pas pressée, mais délibérée. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Peut-être que je l'avais imaginé. Toi non, dit Miss Marple. J'ai essayé d'oublier, murmura Cécilie.
Mais je n'arrête pas de me demander si j'avais pu l'arrêter. Tu peux encore le faire, dit doucement Miss Marple en se levant. Mais pas seule. Ensuite, Miss Marple rend visite à Lucy Braddock, assise à la table de la cuisine de sa mère, mélangeant un jeu de tarot sans conviction. « Oh, Miss Marple, dit-elle avec un regard nerveux. Êtes-vous venue pour poser d'autres questions? Une seule, dit Miss Marple en s'asseyant. Crois-tu à la vérité, Lucy? Pas aux cartes, mais aux gens? Lucy parut surprise. Je suppose que oui. Tu as vu quelque chose ce jour-là. Quelque chose qui t'a effrayé. Mais tu es jeune, et tu pensais que ce n'était pas à toi de le dire. Lucy hésita. J'ai vu Monsieur Bellamy. Il était près de la tente aux roses, juste avant la découverte du corps. Mais il a dit qu'il était ailleurs. Miss Marple hocha lentement la tête. Merci, ma chère. En milieu d'après-midi, Miss Marple avait tout en main. Elle envoie un message à l'inspecteur Bullet, lui demandant de la retrouver à la salle des fêtes à 17 heures, en compagnie de plusieurs des personnages principaux Cécilie Protro, Hugh Bellamy, Madame Dunstable et Lucy Braddock. Elle ne fait pas de grandes promesses, juste une requête discrète que l'inspecteur honore non par confiance, mais par curiosité. Ils se réunirent juste avant l'heure. L'air à l'intérieur de la salle était lourd, les fenêtres à peine entr'ouvertes pour laisser entrer la douce brise estivale. Miss Marple se tenait près de la table centrale, son sac à main soigneusement posé devant elle, l'air serein. « Merci à tous d'être venus, dit-elle d'une voix claire. Je sais que cette semaine a été difficile pour nous tous. Mais je crois que nous sommes maintenant sur le point de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. » Bellamy croisa les bras. Madame Dunstable resta assise, raide, la bouche pincée. Cécilie était pâle mais calme. Lucy s'agitait sur sa chaise, le regard perçant. Miss Marple se tourna vers l'inspecteur Bullet. « Avant de commencer, je voudrais vous demander de déposer cette enveloppe sur la table. » Elle lui tendit une enveloppe scellée. « Ne l'ouvrez pas. Elle contient ma conclusion, rédigée ce matin, avant que je ne convoque qui que ce soit. » Bullet fronça les sourcils, mais s'exécuta. Miss Marple tourna alors son regard vers le groupe. « Je veux vous parler aujourd'hui de Lucia Bellanti, dit-elle. » Le nom résonna dans la salle comme une épingle tombée dans une église silencieuse. Lucia était la compagne de feu Madame Bellamy, poursuivit-elle. Une jeune Italienne morte subitement lors d'un séjour à Little Dena. La plupart des gens l'ont oubliée. Mais pas tout le monde. Voyez-vous, Lucia avait un chapelet. Un chapelet très particulier, en argent, italien, orné d'une croix délicate. Il fut autrefois exposé dans la chapelle de l'église en souvenir de sa mort. Elle marque une pause. On l'a également retrouvée près du corps de Lionel Protro. Bellamy s'agita légèrement sur sa chaise. « Je crois que Lucia n'est pas morte de cause naturelle, dit calmement Miss Marple. Je crois qu'elle a été empoisonnée. Discrètement. Sa mort dissimulée. Personne ne se doutait de rien quand elle était jeune, et de telles morts, bien que rares, ne sont pas impossibles. Mais elle était devenue gênante pour quelqu'un. Maintenant, tous les regards étaient rivés sur Bellamy. Elle était tombée amoureuse, dit Miss Marple, de quelqu'un qui ne partageait pas ses sentiments. Quelqu'un qui craignait le scandale. Quelqu'un qui préférait les fins franches. Bellamy ouvrit la bouche, mais Miss Marple leva la main. « Je ne vous accuse pas encore, dit-elle doucement. Je vous indique simplement ce que suggère le motif. » Elle se tourna vers Cécilie. « Vous avez reçu une lettre, n'est-ce pas, juste avant la fête. » Cécilie hocha lentement la tête. Ce n'était pas signé. Mais j'ai reconnu l'écriture. Le frère de Lucia. Il avait enfin retrouvé sa dernière adresse. Il a posé des questions. Miss Marple a de nouveau fait face à la pièce. Et Lionel Protro l'a découvert. Il n'était pas idiot. Il avait des ennemis, certes, mais il avait aussi des informations. Et il a commencé à poser des questions sur Lucia. C'est pour ça qu'il est mort. Le silence qui a suivi a été long et épais. Puis Bellamy a ri, bien que le son soit creux. C'est absurde. Une coïncidence tragique transformée en fantasme. Miss Marple is simplement Surrey. Je m'attendais à ce que vous disiez ça.
C'est pourquoi j'ai organisé autre chose. Elle a ouvert son sac à main et en a sorti le chapelet brisé, enveloppé dans du papier de soie. Ce chapelet, m'a-t-elle dit, avait été retiré de l'église 3 jours avant la fête. J'ai demandé au révérend Fenimore de vérifier la vitrine de la chapelle. Il a confirmé qu'il avait disparu. Il a commencé à soupçonner quelque chose. C'est pour ça aussi qu'il est mort. Le visage de Bellamy était maintenant tendu, l'expression indéchiffrable. Miss Marple a pris l'enveloppe que Bullet avait placée plus tôt. Elle brisa le sceau et entendit le contenu à l'inspecteur. Il parcourut le mot, puis leva lentement les yeux. Elle a nommé Bellamy, dit-il doucement, des heures avant notre arrivée. Bellamy se leva, sa chaise raclant le sol. Vous n'avez aucune preuve, aucune qui tienne devant un tribunal. Mais suffisamment, dit Miss Marple, pour désespérer un homme. Il n'y eut pas d'explosion, pas d'aveu. Seulement le soudain relâchement des épaules de Bellamy, l'effondrement silencieux d'une façade soigneusement entretenue. Il se rassit et posa les mains sur la table. « Eh bien, dit-il, vous pouvez tout aussi bien entendre la suite. » Et sur ce, la dernière porte commença à grincer. Mais Miss Marple ne dit rien de plus pour l'instant. Le tableau final se formait, comme elle l'avait prévu. Doucement, deliberément. La vérité était assez attendue. La salle des fêtes était silencieuse. Personne ne bougea, pas même l'inspecteur Bullet, qui se tenait raide derrière la longue table en bois, le mot plié de Miss Marple toujours à la main. Dehors, le vent bruissait doucement dans les feuilles sur la verdure, mais à l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Tous les regards étaient braqués sur Hugh Bellamy. Il avait légèrement baissé la tête, les mains posées sur la table, comme si le poids d'un objet longtemps maintenu en place avait fini par peser trop lourd. Lorsqu'il parla, sa voix était calme, étrangement calme, comme si la résistance l'avait quitté. « Oui, dit-il, c'est vrai. Enfin, presque tout. » Une faible inspiration, audible, parcourut la pièce, telle la brise avant la tempête. « Je connaissais Lucia Bellanti, poursuivit Bellamy d'une voix basse mais assurée. Elle était venue vivre au manoir il y a 7 ans. Ma femme se reposait et son âme était déjà malade. Seule. Elle avait besoin de compagnie, et Lucia avait été embauchée par une agence étrangère. Il marque une pause, les yeux fixés sur le parquet éraflé sous la table. Elle était jeune, dévouée et idéaliste. Elle admirait tous les livres d'anglais, les bonnes manières, les rituels du thé. Elle trouvait notre vie ici romantique. Et elle prit ma gentillesse pour de l'affection. Il leva les yeux, mais pas vers qui que ce soit en particulier. Ça n'aurait pas dû aller plus loin. J'étais poli. Trop poli peut-être. Je ne l'encourage pas, pas clairement. Mais je ne fais pas non plus taire ses espoirs assez vite. Et le temps que je le fasse, il était trop tard. Miss Marple resta assise, les mains jointes sur les genoux, l'expression indéchiffrable. Elle avait appris l'aggravation de l'état de santé de ma femme, poursuivit Bellamy. Et, d'une manière confuse et tragique, elle croyait que nous pourrions être ensemble une fois ma femme partie. Quand elle finit par affronter la situation carte, dans ce même village, je lui ai dit qu'il ne pouvait rien y avoir entre nous. Elle s'est enfuie en larmes. Cette nuit-là, elle a eu de la fièvre. Une pneumonie, a dit le médecin. Mais son état a rapidement empiré. En quelques jours, elle était partie. La voix de l'inspecteur Bullet était dure. « Vous dites que sa mort était naturelle ? Je le croyais, répondit Bellamy, ou je me suis forcé à le croire. Je voulais le croire. Elle est morte dans la chambre d'amis du manoir. Le médecin a signé le certificat. Il n'y a pas eu d'autopsie. Ma femme a insisté pour un enterrement silencieux. Lucien n'avait pas de famille proche en Angleterre, et au moment où quelqu'un aurait pu poser des questions, elle était déjà sous terre. Il s'est passé une main sur le visage, las. Mais les années ont passé, et j'ai commencé à m'interroger. Surtout quand cette lettre m'est arrivée, adressée à moi, et non à Cécilie, du frère de Lucia. Il essayait de comprendre ce qui s'était passé. J'ai paniqué. Je me suis dit que si quelqu'un commençait à creuser, il découvrirait ce que j'essayais d'oublier. Bullet s'est avancé. « Alors vous avez tué Protro ?»
Bellamy hocha la tête. Il reçoit une copie de la lettre. Je ne sais pas comment elle a pu être transmise, peut-être que le frère de Lucia avait contacté plusieurs personnes. Mais Lionel m'a abordé à la fête. Il m'a dit qu'il voulait me parler en privé. Il avait ce ton qu'il avait toujours utilisé auto-important, supérieur. Il a dit qu'il pourrait aborder le sujet lors de la prochaine réunion du conseil paroissial. Les décès non résolus donnent une mauvaise image de la communauté, a-t-il dit. Il y avait de l'amertume dans la voix de Bellamy, enfouie sous la surface. Je comprenais ce que cela signifiait. Il voulait en faire un spectacle. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Mais il n'a pas cédé. Il s'est dirigé vers la tente aux roses, avec l'intention de rejoindre Cécilie. Je l'ai suivi. Les ciseaux étaient là. Je n'avais rien prévu. Je ne voulais pas dire que ses paroles étaient hésitantes. Je me suis dit que c'était pour le mieux, que cela protégerait tout le monde. Mais le chapelet est apparu. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il avait dû être déplacé de la chapelle. Peut-être par accident, peut-être comme un signe. Mais quand je l'ai vu à côté du corps, j'ai su que quelqu'un essayait de me le rappeler. La voix de Miss Marple, douce et posée, s'est exprimée pour la première fois depuis des minutes. C'était le révérend Fenimore, n'est-ce pas? Bellamy a lentement hoché la tête. Oui, il se souvenait du chapelet de Lucia. Il est venu me voir il y a 2 jours. Il voulait me parler. J'ai fait semblant d'être d'accord, lui, et dit de me retrouver à la sacristie. J'ai apporté une tasse de thé avec juste un peu de cyanure, juste assez pour agir vite. Lucy Braddock halta, la main portée à sa bouche. Il a commencé à écrire quelque chose, dit Bellamy, la voix brisée. Je ne sais pas quoi exactement. Mais il s'est mis à tousser, et quand je suis parti, c'était fini. Bully s'est approché de lui, retirant des menottes de son manteau. Mais Bellamy a levé les mains. Tu n'en auras pas besoin. J'arriverai discrètement. Tandis que Bully l'emmenait hors du couloir, le silence s'est imposé un long moment. Puis Madame Dunstable s'est affalée sur sa chaise, le visage pâle. Je n'ai jamais cru qu'elle murmurait. Toutes ces années, j'ai pensé que Hugh était gentil. Miss Marple se tourna vers elle avec douceur. Il l'était. Mais même les hommes gentils sont capables de choses terribles lorsqu'ils se sentent menacés. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. Parfois, c'est de la peur. Et la peur, Madame Dunstable, est une source de motivation redoutable. Cécilie se leva lentement, les yeux brillants. Le chapelet de Lucia avait dû être déplacé pendant le nettoyage de la chapelle la semaine dernière. Je me souviens que Molly époussette l'étagère et s'interroge à voix haute sur le vieux collier. Oui, dit mademoiselle Marple. C'est probablement à ce moment-là qu'il avait été laissé tomber. Et sa réapparition, aussi involontaire soit-elle, fut précisément ce qui réveilla le souvenir du révérend Fenimore. Un petit objet oublié et toute la vérité commença à surgir. Lucie leva les yeux de sa chaise. Je pensais que ce n'était qu'un bibelot, quelque chose de vieux et de religieux. Je ne pensais pas que cela signifiait quoi que ce soit. Mademoiselle Marple lui sourit doucement. Cela signifiait tout. Ce soir-là, le village de Little Dena exhala, comme s'il avait retenu son souffle toute la semaine. La nouvelle se répandit doucement, mais inévitablement. Hugh Bellamy a été placé en garde à vue. Des aveux avaient été faits. Et avec cela, quelque chose changea dans l'air. Les gens ne jetaient plus de regards soupçonneux à leurs voisins. Le silence fut rompu non par des murmures, mais par des soupirs de soulagement. Les rideaux, une fois tirés, s'ouvrirent. Les fenêtres, une fois fermées, grincèrent à nouveau. À Ivy Cottage, Miss Marple était assise près du feu, son thé refroidissant à côté d'elle, contemplant la nuit silencieuse. Son chat, Snowdrop, était lové à ses pieds. Le chapelet et la broche cassée étaient maintenant rangés dans leur boîte, près du rebord de la fenêtre, leur utilité accomplie. Elle n'éprouvait aucune satisfaction. Pas vraiment. Il n'y avait jamais de joie à résoudre un meurtre, seulement le calme et la satisfaction de savoir que la vérité avait été restaurée là où la tromperie avait jadis sévi. Finalement, c'était tout ce qu'elle recherchait.
ni les louanges, ni la reconnaissance. Juste le rétablissement de l'équilibre. Tandis que le feu crépitait et que les premières étoiles apparaissent au-dessus de Little Dana, Miss Marple reprit son tricot, les aiguilles claquant doucement, comme le tic-tac d'une vieille horloge reprenant son rythme normal. La justice avait été rendue, mais surtout, la compréhension avait été trouvée. Le dimanche suivant l'arrestation de Hugh Bellamy se leva, alors que le village l'avait attendu toute la semaine. Un soleil doré inondait les toits, une odeur de terre humide flottait par les fenêtres ouvertes et, pour la première fois depuis des jours, les cloches de Saint-Mildred sonnèrent non pas en signe de deuil, mais de bienvenue. Les villageois, encore sous le choc des événements de la semaine écoulée, entrèrent dans l'église par couples discrets et familles solennelles. Personne ne portait ses habits du dimanche avec la fierté habituelle, et les conversations avant la messe étaient étouffées. Des blessures subsistent, bien que désormais dissimulées. Des ombres persistaient, mais s'estompent doucement. Le pasteur fut remplacé par le révérend Blackie de Rackenford, un jeune homme au regard bienveillant qui prononça un sermon simple sur la miséricorde, la justice et les dangers de la peur laissée à l'abandon. Il ne fit aucune allusion directe à Lionel Protro, au révérend Fenimore ou à l'homme actuellement détenu à la prison du comté, mais il n'en avait pas besoin. Chaque mot exprimait la douleur de la semaine écoulée. Miss Marple était assise sur le banc du fond, comme toujours, les mains gantées jointes sur ses genoux. Elle chantait doucement les cantiques, suivait attentivement les lectures et prononçait une courte prière sincère pour les défunts. Après l'office, l'assemblée se répandit lentement au soleil, incertaine de la conduite à tenir. Certains se rassemblèrent en petits groupes sur la pelouse, d'autres rentrèrent tranquillement chez eux en file indienne. Mais peu à peu, la routine dominicale reprit, les enfants se précipitèrent vers la confiserie, le colonel Prescott recommença à aboyer pour réclamer des coupons de rationnement, et Madame Fenimore offrit du thé à quiconque franchissait son portail. Cécilie Protro sortit seule de l'église, le visage pâle mais serein. Le voile de veuve avait disparu. À la place, un chapeau modeste, du genre qu'elle aurait pu porter autrefois à une réunion du club de jardinage. Un silence régnait autour d'elle, comme si la tension de la simulation s'était enfin dissipée. Elle traversa le pré et s'arrêta près de Miss Marple, qui s'était arrêtée près du monument aux morts pour examiner un carré de jonquilles qui commençait à peine à fleurir après leur taille tardive. « Je voulais te remercier, » dit Cécilie doucement. Miss Marple leva les yeux. « Pourquoi, ma chère ?»« De m'avoir vue, » dit Cécilie. « Pas seulement pour me regarder, mais pour me voir vraiment. Tout le monde pensait que j'étais soit en deuil, soit coupable. Mais tu posais des questions auxquelles je ne savais même pas que je voulais des réponses. » Miss Marple sourit doucement. « Tu as pris trop de poids pendant trop longtemps. Le chagrin a tendance à se nicher dans le silence. » Cécilie détourna le regard vers les massifs de roses près de la lisière du pré. Lucia méritait mieux. Elle était gentille avec moi. Elle me traitait comme une amie alors que j'en avais peu. Je ne savais pas ce qui était arrivé à Ernaud vraiment, mais j'ai toujours eu l'impression que quelque chose avait été mis de côté. Elle n'était pas oubliée, dit Miss Marple. Tu te souviendras d'elle. Et maintenant, d'autres s'en souviendront. Cécilie hocha la tête. Et Hugh, tu crois qu'il a toujours été capable? Non, dit Miss Marple doucement. Mais les gens changent quand ils se sentent acculés. Ce n'était pas un homme méchant, mais il a fait un mauvais choix, il y a longtemps. Et quand on commence à cacher une vérité, d'autres ont tendance à suivre. Cécilie ne dit rien de plus, mais une nouvelle sérénité se lisait dans son regard tandis qu'elle s'éloignait. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple reçoit une visiteuse. Lucy Braddock arriva avec une boîte de biscuits au gingembre et une lettre. « Je voulais aussi te remercier, » dit-elle en s'installant sur la chaise en face de celle de Miss Marple. « Et pour te montrer ceci. » Elle déplia la lettre. « Elle est le frère de Lucia. » Il répondit. Il se dit reconnaissant du peu que nous pouvions lui dire. Il s'était toujours demandé pourquoi ces lettres s'arrêtaient. Il pensait qu'elle était simplement passée à autre chose. Je pense qu'il soupçonnait le contraire, mais il refusait de l'admettre. Miss Marple lut attentivement la lettre,
les lèvres pincées en une ligne pensive. « Tu as fait une bonne action, Lucy. Il est facile de détourner le regard d'une douleur qui ne nous touche pas directement. » Lucy soupira. « J'ai pensé à quitter le village. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que je veux en apprendre davantage. Sur les gens, sur la vérité. Je me suis trompé sur tant de choses. » Miss Marple. Alors tu as déjà commencé à apprendre. La plupart d'entre nous se trompent sur presque tout. Le tout est de l'admettre. Lucy sourit et fouilla dans son sac. Avant de partir, je te laisse ça. Elle lui tendit ses cartes de tarot. Miss Marple haussa un sourcil. Une retraite? Lucy secoua la tête. Une remise de diplôme. Je pense que je vais m'en tenir aux faits pour l'instant. Même s'il y a quelque chose d'étrangement réconfortant dans votre genre de magie. Une fois Lucy partie, Miss Marple rangea les cartes dans le tiroir à côté de sa boîte à tricot et retourna dans son jardin. Le soleil de l'après-midi était doux, les abeilles étaient revenues dans le buisson de lavande et le chat perce-neige s'étendait paresseusement sur le sentier. Inutile de tout expliquer aux villageois. Pas d'annonce, pas de récit dramatique. L'inspecteur Bullet avait recueilli une brève déposition, et l'affaire était passée entre les mains des habitants de Rackenford. Pour les villageois, ce serait une histoire de plus à classer parmi les affaires désagréables. Certains se souviendront de la broche, d'autres du chapelet brisé. Certains diraient que Protro l'avait bien cherché, d'autres que la véritable tragédie résidait dans ce que la peur avait fait à un homme autrefois admiré comme Hugh Bellamy. Mais Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas trop arranger l'histoire. Il n'y avait jamais de fin simple. Seulement des dénouements qui se posaient pour un temps. Elle sortit son carnet et tourna la page à la dernière page. Elle n'écrivit que 3 mots. La vérité exige de la paciencia. Puis elle referma le livre et le rangea. Le soir tomba doucement à Little Dena. Des lumières brillaient aux fenêtres des chaumières, les remplissaient du parfum familier de la fumée de cheminée et des prunes compotées. Quelque part au bout du chemin, on entendait le léger cliquetis des tasses de thé et un chien aboyait paresseusement au crépuscule. Miss Marple restait assise sur son banc de jardin, observant le monde avancer petit à petit. Elle avait vu le pire comme le meilleur des gens, à parts égales. Elle avait été témoin de la peur, de l'amour, de la cruauté et du courage, tout cela en l'espace de 10 jours tranquilles. Et une fois de plus, le village avait survécu. Mais pas inchangé, car le meurtre, comme le deuil, laisse derrière lui une ombre qu'on ne peut tailler comme des envahissantes ni balayer d'un coup de balai. Elle persiste, pas toujours sombre, mais toujours présente. Miss Marple le savait bien. Elle reprit son tricot et le reprit là où elle s'était arrêtée, ses aiguilles claquant doucement tandis que le crépuscule s'épaississait. Ainsi, la vie reprit à Little Dena. Comme toujours. Comme toujours.